donc tu mets la vidéo sur le site. Oui, oui, je mettrai la vidéo, je ne sais pas où d'ailleurs encore, mais on va voir ça. Est-ce que je suis dans le cadre là? Tout à fait. Oui. Ok. Donc, c'est pas évident de gérer son déplacement en Faut disant pas faut se que je reste à déplacer peu trop près par dans... là quand même parce Alors, là, c'est que. parfait. Ouais, là c'est au C'est point limite. maintenant. C'est encore dedans, mais... Ok. Bon, c'est bon, en fait, j'ai la limite du tableau. en Ouais, fait. c'est parfait. Ouais. Ok. Bon, ben, merci à tous d'abord d'être venus. Et puis, j'ai hâte de vous présenter à tous un sujet qui me passionne, que sont les stats. Puis j'espère que vous sortirez de là en ayant appris des petites choses et puis appris à avoir un œil un peu plus fin en termes d'analyse, en termes critiques toujours. Je pense que c'est toujours intéressant. Comme je vous le disais, j'ai prévu 4 interventions. Un petit cours de stats pour avoir vraiment les fondamentaux. Qu'est-ce qu'une moyenne, qu'est-ce qu'une médiane, qu'est-ce qu'un écart type, enfin voilà. Alors pour certains c'est tranquille, pour d'autres c'est flou, pour d'autres c'est flou et lointain. Donc on va dégrossir tout ça. Après je vais vous présenter, je vous ai préparé un petit support comme je le disais sur l'histoire du QI et des tests. C'est chronologique, j'ai fait ça de manière neutre, sans trop de jugement. Bon, il y a bien une diapo ou deux où je tacle un peu, mais grosso modo, je pense que ça... Enfin, j'ai trouvé ça, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça intéressant de le faire. Puis je vous montrerai un petit outil Excel que j'ai fait pour comparer les différentes échelles, pour appuyer un peu ce que je raconte. On fera une petite pause. À la pause, on ira à la machine à café en bas. Et je vous montrerai aussi les escaliers. Il y en a qui sont montés par les escaliers. Ils sont chouettes, hein. Ils sont hauts, hein. Et après, en deuxième partie, c'est très très proche de ce que j'ai fait à Holt, à l'Univer. Grandes erreurs et petites manipulations, donc ça c'est un peu plus léger et ludique, tout en étant sérieux quand même, hein. Mais enfin c'est un peu plus fun. Et je vous présenterai une étude que j'ai faite, une vraie étude par contre, sur le QI, que je trouve intéressante avec toutes les réserves qu'on peut y mettre. On est parti. Pourquoi tu t'es mis au fond, Michel? Elle n'a pas osé. Ah si, il y a le radiateur, mais j'ai pas voulu assister. Non, simplement en stats, si tu veux, il faut comprendre la stat, au moins la stat descriptive en tout cas, comme étant la volonté de résumer quelque chose que tu peux observer. Donc si je devais par exemple décrire vous, à quelqu'un qui est très très loin, qui est, je sais pas, en Australie, et puis le téléphone coûte super cher, ben, je vais prendre des critères comme votre poids, votre taille, votre QI, et puis je peux énumérer un par un, dire bah tiens voilà, là j'ai une femme, elle a les yeux bleus, elle a les cheveux de telle couleur, elle mesure tant, elle a un QI de tant, puis après j'ai un homme, il a des lunettes, il a ça. Sauf que, bien évidemment, encore là vous êtes une quinzaine, mais s'il y a 20, 30, 50 000, 3 millions de personnes, ça devient vite difficile de... Alors on a cherché un moyen de résumer ça. Et pour résumer ça, je vais surtout vous parler de ce qui se mesure, donc avec un chiffre, le poids, la taille, ce qu'on appelle du quantitatif. Et ben on le mesure de deux façons. D'abord on regarde ce qui se passe à peu près au centre, au milieu, puis après on regarde comment les données s'étalent autour du milieu. Est-ce que tout le monde est collé au milieu ou est-ce que c'est très 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 étalé? Alors on a ce qu'on appelle des indicateurs de tendance centrale. Et des indicateurs de dispersion. Alors l'indicateur de tendance centrale, il y en a un au moins que vous connaissez tous, c'est la moyenne, quoi. C'est-à-dire que la moyenne, ça se calcule assez facilement, ça permet de voir à peu près ce qui se passe au milieu, de faire un peu une synthèse. En gros, si je devais mesurer la taille moyenne de ma population qui est ici, j'additionne toutes les tailles et je divise par le nombre d'individus, ça me fait une moyenne. On a tous connu ça à l'école. Il y a un autre indicateur qui est la médiane. La médiane, pardon. La médiane, ça mesure l'individu qui
qu'il y a autant, si je prends toujours la taille, qu'il y a autant de personnes plus petites que lui qu'il y en a de plus grandes. Donc c'est une autre mesure et qui a ses propres caractéristiques. Il y en a même une troisième, je vais la mettre, elle est moins utilisée, c'est le mode. Le mode, c'est là où je rencontre le plus de personnes. Et ces trois mesures-là sont la plupart du temps différentes d'ailleurs. Ce qui fait la différence entre la moyenne et la médiane, qui est vachement important, c'est que la médiane n'est pas sensible aux valeurs extrêmes. Je vais vous donner un petit exemple. Je prends 5 personnes. Je vais prendre les poids. Les personnes font respectivement 50, 55, 60, 65, 70 kg. La moyenne, elle sera à 60 kg. Et la médiane, c'est le troisième, puisqu'il a 2 plus légers et 2 plus lourds, ce sera aussi 60 kg. Maintenant, je rajoute un individu extrême. Je reprends 5 individus, 50, 55, 60, 65, 170 kg. La moyenne, elle passe à 80 kg. La médiane, c'est toujours l'individu numéro 3, vous voyez qu'elle reste à 60 kg. Alors ces deux indicateurs, ils sont finalement différents mais intéressants, ils apportent des choses, des informations complémentaires. La moyenne, elle est attirée par les valeurs extrêmes. Vous voyez que là j'ai une moyenne de 80 kg, mais en fait c'est surtout à cause de lui, parce que tous les autres sont très en dessous, donc la moyenne là représente rien d'intéressant. Je compare toujours quand je fais une analyse, la moyenne et la médiane, ça me permet de voir s'il n'y a pas des sous-populations. Si je parle maintenant de salaire médian, et c'est toujours, aux infos, on parle toujours du salaire médian, tous les journalistes reparlent du salaire moyen, c'est pas pareil. Si, comme je le suppute, il y a une toute petite minorité qui gagne une fortune et des sommes colossales, ben, ils tireraient le salaire moyen, alors que le salaire médian a beaucoup plus de sens, c'est qu'est-ce qui coupe la population en deux, quoi. Celui qui est dans la médiane, il a autant de personnes plus riches que de plus pauvres. Donc voilà, voilà, la moyenne et la médiane, j'aime bien les comparer, ça représente des choses différentes, et les deux sont pertinents selon les cas, quoi. Ça va, Michel? Je suis. Donc tu penses? N'allons pas jusque-là. Oh, apéro après. Le mode, c'est là où je trouve le plus de personnes. C'est, si je prends toujours le QI, mettons que j'ai des classes de QI, ou même des valeurs de QI, ou peu importe, ben là où je rencontre la majorité. Alors, quand une distribution elle est bien homogène, ben ces trois valeurs-là sont proches les unes des autres. Puis quand il y a des valeurs extrêmes ou des valeurs un petit peu bizarres, eh bien, ces trois valeurs-là sont assez différentes. Et la comparaison des trois est toujours intéressante. Je reprends maintenant. Donc, ça va tout ça, la moyenne, la médiane? Ça permet de voir ce qui se passe au centre. Je vais maintenant juste vous montrer un truc. Parce qu'ici, je vais vous parler d'écart type. Ou de variance, c'est la même chose. Et puis, on pourra parler, pourquoi pas, de décile, de centile, de quartile. Je vais prendre 3 élèves, alors, qui ont eu des notes. Le premier, il a eu 10, 10, 10. Sa moyenne, 10. Sa médiane, 10. La médiane, c'est toujours la deuxième note. Enfin, la médiane sur 3 notes, c'est un peu comme la moyenne d'ailleurs. C'est un peu léger, mais j'ai pas envie de vous mettre une série avec 300 valeurs. Il y a un deuxième élève qui fait 5, 10, 15. La moyenne, elle est toujours à 10. La médiane, elle est toujours à 10. Pour un troisième, 0, 10, 20. Moyenne 10, médiane 10. Vous voyez que ces trois personnes ont la même moyenne, ont la même médiane, et on sent bien que ce n'est pas du tout les mêmes profils. C'est-à-dire qu'il me manque un deuxième indicateur, c'est est-ce que toutes les notes sont collées à la moyenne, voire égales à la moyenne, comme lui. Lui, toutes ses notes sont égales à la moyenne.
est-ce qu'on s'en écarte un peu? Est-ce qu'on s'en écarte beaucoup? Et ça, c'est ce qu'on appelle la dispersion. C'est ça la dispersion. Et il y a des indicateurs qui permettent de mesurer ça. Il y a des indicateurs qui permettent de mesurer ça. Merci. Alors, l'idée de départ, je vais même vous la faire un petit peu, on va se mettre un peu 2 minutes dans la peau d'un chercheur, c'est que comment est-ce qu'on peut mesurer si finalement les notes sont collées à la moyenne ou pas collées? Alors au départ, les gars ont dit, c'est pas compliqué, on va faire l'écart à la moyenne. C'est-à-dire que lui, je fais 10 moins 10, ça fait 0, plus 10 moins 10, ça fait 0, plus 10 moins 10, ça fait 0, et mon indicateur, il vaut 0, donc c'est bien, 0, il a toutes ses notes collées à la moyenne. On passe au deuxième, 5 moins 10, moins 5, 10 moins 10, 0, 15 moins 10, 5, ah mince, 5 moins 5 plus 0, ça fait aussi 0. Et lui, 0 moins 10, moins 10, 10 moins 10, 0, 20 moins 10, 10. Ça fait aussi 0. Il y a un petit truc, mais vous l'avez compris, ce qui dérange, c'est que, alors du coup, cet indicateur-là ne différencie rien, et ce qui m'embête, c'est que c'est le signe négatif ici. Donc en stat, on ne s'embête pas quand on a un nombre négatif, si on veut le transformer en positif, on le met au carré. Comme ça, on est tranquille. Et donc si je le mets au carré, là ça me fait 0, moins 5 au carré, ça fait 25, plus 25, du coup ça devient 50. Et là, moins 10 au carré, ça fait 100, plus 0, plus 100, ça fait 200. Et du coup, vous voyez que je viens d'inventer un indicateur. Plus cet indicateur-là est grand, plus ça veut dire que mes notes varient autour de la moyenne, sont très très étalées. J'ai plus qu'un problème à résoudre, c'est que cet indicateur-là ne tient pas compte de l'effectif. Parce qu'imaginez que lui, il ait 15 notes, alors que lui, il n'en a que 3. Et bien lui pourrait être plus grand que lui, alors que c'est pas ça qu'on veut mesurer. Donc il me suffit de diviser par le nombre de notes. Pardon, 0 sur 3, 0. Bravo, bravo, bravo. 50 sur 3, ça fait, on va dire, 17 en arrondi. Et 200 sur 3, ça fait 66. Et du coup, voilà, j'ai un indicateur qui est vachement bien, parce que vous voyez que plus cet indicateur-là est grand, plus ça veut dire que mes individus sont très très étalés, et plus il est proche de 0, plus ça veut dire que tout le monde est collé à la moyenne. Ça mesure bien la dispersion. Ça porte un nom. Ça s'appelle la variance. La fameuse. Comme j'ai mis mes valeurs au carré, pour compenser le fait d'avoir mis un truc au carré, qu'est-ce qu'on fait? On prend la racine carrée. Et la racine carrée de la variance, ça s'appelle l'écart type. L'écart type, c'est donc racine carrée de la variance. C'est tout. Alors quand on étudie l'écart type de manière un peu plus fine, on se rend compte que quand on a une distribution quelconque, grosso modo, vous virez les quelques valeurs extrêmes à droite et à gauche, c'est-à-dire si je prends les QI, les âges, les poids, si on prend les poids, ben, vous virez les quelques plus maigres et les quelques plus gros, et dans l'intervalle qui reste, vous avez 6 écarts types. C'est normal. Enfin, c'est presque tout le temps le cas. Alors, il y a des exceptions, hein, mais... Donc l'écart type, en fait, on se dit que... On dit d'ailleurs que 2 ou 3 écarts types autour de la moyenne, on a toute notre population. Donc du coup, ça devient un outil intéressant. C'est que si je dis qu'en moyenne, on mesure 1,75 m avec un écart type de 5, allez, je prends 3 écarts types au-dessus, 3 écarts types en dessous, donc 3 x 5, 15. Donc ça veut dire que tout le monde fait entre 1,60 m et 1,90 m. L'immense majorité de ma population. Et la majorité de ma population, elle est 2 écarts types autour de ma moyenne, donc elle fait entre 1,65 m et 1,85 m. Ça va tout ça?
Bon, vous avez tout compris alors. Je m'en doutais un peu. Si maintenant je viens vous embêter un petit peu, vous titiller le cerveau. Mais si c'est pas drôle. Je parle de moyenne là. C'est la moyenne que tout le monde connaît, la moyenne arithmétique. Mais en fait, il y en a plein d'autres, auxquelles on ne pense jamais. Je vais vous donner un petit problème. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui connaissent. Hein. Vous avez deux bateaux qui font un même trajet aller-retour. Il n'y a aucun piège dans l'énoncé. Hein. Il n'y a pas d'astuce, il n'y a pas de truc bizarre. Il n'y a aucun piège. Il y a deux bateaux qui font un même trajet aller-retour. Alors, sur la mer, il y a des nœuds, des miles, des milles et des nœuds. Mais si vous me permettez, je vais mettre des kilomètres à l'heure parce que ça me parle un peu plus. Et donc, on a un bateau à moteur. À l'aller, il fait du 30 km/h. Et au retour, il fait du 30 km/h. Il est régulier. Puis vous avez un bateau à voile. À l'aller, il a un vent favorable, il fait 40 à l'heure. Au retour, il a un vent défavorable, il fait 20 km/h. Les deux bateaux partent du même point. Ils font le trajet aller-retour. C'est le même itinéraire, c'est la même trajectoire. Ils partent du même point A, ils vont au même point B, ils reviennent au point A. Les deux bateaux partent en même temps. Lequel revient le premier? Et pourquoi? Parce que sinon, lequel revient le premier, c'est une chance sur deux, quoi. Des idées? Il faut connaître la Non. distance. Non, quelle que soit la distance. La vitesse moyenne de la voile, parce que c'est pas 30. J'ai pas besoin de la distance pour calculer la vitesse moyenne. Non plus. J'ai besoin que de ça. Alors évidemment, vous l'aurez compris, on ne fait pas la moyenne arithmétique. Parce que l'erreur, c'est de dire 30 plus 30 divisé par 2, ça fait 30 km/h de moyenne. 40 plus 20, 60 divisé par 2, ça fait 30 km/h de moyenne. Ils ont la même vitesse moyenne, ils partent du même point, ils partent en même temps, ils font le même trajet, donc ils arrivent en même temps. Pas du tout. Je vais vous le démontrer avec un petit exemple. On va prendre un trajet fixe. Admettons qu'il y ait 120 km à parcourir. À l'aller, lui, il va mettre 4 heures pour faire les 120 km. Au retour, il va mettre 4 heures. Au total, il aura mis 8 heures. Pour faire 120 km, lui, il va mettre 3 heures à l'aller. Et au retour, il va mettre 6 heures. Donc au total, il mettra 9 heures. Donc si les deux bateaux partent en même temps, et que le trajet est de 120 km, vous voyez que le bateau à voile reviendra 1 heure après le bateau à moteur. Alors pourquoi? Parce que c'est ça qui est intéressant. Vous vous souvenez peut-être, il y a longtemps, qu'on ne peut additionner des chiffres que s'ils ont le même dénominateur. C'est le fameux dénominateur commun. Alors ici, qu'est-ce que je manipule? Je manipule des vitesses que j'ai exprimées en kilomètres par heure. En kilomètres heure. C'est des kilomètres divisés par des heures. Alors, accrochez-vous. Si les deux bateaux naviguent le même temps, l'heure, le même nombre d'heures, ils font la même distance. Puisque là, c'est le dénominateur qui est commun. Il fait 1 heure et 1 heure, il a fait 60 km. 1 heure et 1 heure, il fait 60 km. Mais pour faire la même distance, ils ne mettront pas le même temps. Parce que là, c'est le numérateur qui est commun. Ici, c'est le trajet qui est le référentiel. C'est bien le... Et la question que je vous pose, c'est combien d'heures ils vont mettre. D'accord? Donc dans ces cas-là, on utilise une autre moyenne qui s'appelle la moyenne harmonique, qui est la moyenne des inverses. Et ça se démontre facilement, c'est que
si M c'est ma moyenne, je fais 1 sur M pour le trajet aller plus 1 sur M pour le trajet retour. Ben, pour le bateau à moteur, ça fait 1 sur 30 plus 1 sur 30. Ça me donne 2 sur M égale 2 sur 30. Et M égale 30. Donc lui, il va bien à 30 km/h en moyenne. Si je fais le même calcul pour le deuxième bateau, ça fait 1 sur M plus 1 sur M égale 1 sur 40 plus 1 sur 20. Ça fait 2 sur M égale 3 sur 40. Ça fait M égale 80 tiers. Ça doit faire à peu près 26 km/h. C'est comme ça qu'on calcule la vitesse moyenne, en faisant l'inverse, la moyenne des inverses. Et donc, comme le bateau à voile va en moyenne à 26 km/h et lui va en moyenne à 30 km/h, c'est lui qui arrive le premier. Et pour cette raison-là, c'est qu'on ne prend pas la moyenne arithmétique, mais on prend la moyenne harmonique. C'est une petite subtilité, mais c'est une erreur que je vois tout le temps. Hein. En contrôle de gestion, c'est-à-dire que grosso modo, dès qu'on a des unités, vous savez, les mecs du contrôle de gestion, ils prennent des trucs, ils divisent par d'autres trucs, ils vous sortent des indicateurs, ils font des moyennes de ces indicateurs. Bien évidemment, ils font les moyennes arithmétiques. Et puis en gros, ils coupent en deux, ils vous disent, bon allez, soit tu es dans la deuxième moitié, donc il faut améliorer, soit tu es dans la première moitié, c'est bien. Mais en fait, mathématiquement, ça n'a aucun sens. J'ai l'impression de réveiller des souvenirs douloureux. Non mais c'est ça, les mecs ils font... Enfin, c'est n'importe quoi en fait, ce qu'ils font. Ça n'a pas de sens mathématique, c'est que on pourrait trouver un indicateur qui est, je sais pas moi, n'importe quoi. Je lance une pièce à pile ou face, ça aurait la même performance quoi. Et encore ça on peut... Et encore ça, ce serait plus précis. Non, là c'est des calculs qui sont faux. J'ai une autre proposition à vous faire. Émilie, tu vas être ma victime du jour. Je te propose le mois prochain de t'augmenter ton salaire de 10%. Et à partir du mois suivant, je le baisse de 10%. Tu peux voir là. Je t'ai fait avoir. Alors on fait le contraire. On fait le contraire. Tu vas voir. Le mois prochain, je te baisse ton salaire de 10% et à partir du mois suivant, je te l'augmente. Est-ce que tu es d'accord ? Déjà, on touche pas à mon salaire. Ok. Non, et pour les mêmes raisons. On va prendre un petit exemple bête, c'est que 10% de A ou 10% de voilà, B. vous avez 1000 euros, mettons, au départ, juste pour chiffrer. Si j'augmente de 10%, on passe à 1100. Et si je rebaisse de 10%, 10% de 1100, ça fait 110, pour passer à 990. Donc c'est pas rentable. Ça revient à baisser le salaire. Si je fais le contraire, 1000 euros, je le baisse de 10%, on passe à 900. Je le réaugmente de 10%, donc 10% de 900, c'est 90. J'atterris à nouveau à 990 euros, c'est pas rentable non plus. Vous gardez cet exemple-là dans un coin de votre tête. Je vais vous poser une deuxième situation qui est la même en fait. Hein. Les pourcentages... Pardon. Les manifestants. Vous penserez à moi le 9 mars quand vous écouterez la radio. Le 9 mars et le 30 ou le 27. Enfin, là pour les manifs à venir. Admettons qu'on ait une manifestation d'étudiants, au hasard, à Lille. Et admettons que j'ai 1000 étudiants. Ok, j'ai réellement 1000 étudiants qui manifestent. Et vous connaissez tous le truc, on a les chiffres selon la police et les chiffres selon les organisateurs. Alors les organisateurs, ils ont tendance un petit peu à gonfler, à amplifier. Et ils vont multiplier par 2, ils vont dire, voilà, non, on était 2000. La police dit, ils ont multiplié par 2, nous on va diviser par 2, on ne va pas se faire avoir. Il n'était que 500. Le téléspectateur ou l'auditeur qui connaît tout ça depuis belle lurette se dit, de toute façon la vérité elle est entre les deux, je vais faire la moyenne. 2000 plus 500, 2500, divisé par 2, 1250. Ah, non, ils étaient 1000. C'est les syndicats qui ont gagné. On va à Marseille. À Marseille, c'est pareil, hein, il y a toujours mes 1000 manifestants.
Sauf que c'est plutôt un facteur 4 chez eux. Voilà. Donc, selon les organisateurs, ils étaient 4000. Selon la police, ils n'étaient que 250, divisé par 4. Et l'auditeur ou l'observateur se dit pareil, je fais la moyenne des deux. 4000 plus 250, 4250, divisé par 2, ça fait 2125. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est 2 fois plus qu'il n'était en réalité. Alors, vous voyez que ce soit sur les pourcentages de salaire qui évoluent ou les facteurs d'amplification, chaque fois qu'on multiplie en fait par un coefficient, et un pourcentage d'augmentation, ça revient à multiplier par un coefficient, on n'a plus le droit de faire la moyenne arithmétique. Ça n'a pas de sens. On est obligé de faire la moyenne géométrique. La moyenne géométrique, elle a une formule un petit peu tordue, mais Excel la connaît bien. C'est la racine énième des produits. C'est que si vous avez deux valeurs, c'est la racine carrée de valeur 1 fois valeur 2. S'il y a 3 valeurs, c'est la racine cubique. S'il y a 5 valeurs, c'est la racine cinquième. Ici, concrètement, je vais faire racine carrée de 500 fois 2000. Ça fait racine carrée de 1 million. Oh, ça fait 1000. Et si je prends ce qui se passe à Marseille, je fais racine de 250 fois 4000. Ça fait racine de 1 million. Oh, ça fait 1000 encore. Comme quoi, quand on sait compter, on tombe sur les chiffres justes, quoi. Voilà, vous penserez à moi lors des prochaines manifs, notamment le 9 mars. Retenez qu'il ne faut pas faire la moyenne arithmétique parce qu'elle n'a pas beaucoup de sens. Vous faites la racine carrée du produit des deux valeurs et là vous serez sans doute dans le vrai. En tout cas, proche de la vérité. Ça va tout ça? Donc voilà, c'est des petites subtilités sur la moyenne, vous ne vous faites pas trop avoir. Ça, c'est des erreurs que je vois au quotidien, dans des rapports d'analyse, dans des mecs qui font du contrôle de gestion, enfin des anecdotes comme ça, j'en ai à l'appel. J'ai même une fois un mec du contrôle de gestion qui m'avait sorti un tableau tout fait, il m'avait dit, ben voilà, vous remplissez maintenant les chiffres et puis vous signez. Je lui ai dit, non, je ne signe pas. Il me dit, pourquoi? Je lui ai dit, ben c'est faux. Il me dit, bah non, mais c'est comme ça qu'on fait. Je lui dis, c'est peut-être comme ça qu'on fait, mais c'est faux. Donc, je ne vais pas mettre mon nom sur un calcul qui est faux. Il me dit, ouais, mais... Je lui dis, bah mettez votre nom. Ou alors, mettez mon nom, mais changez les calculs. Il n'a rien voulu savoir. Moi non plus. Mais, quelque part, pour moi, c'est toujours dérangeant. C'est un peu le problème des HQI, quoi. C'est toujours dérangeant de se dire, mais mince, quand même, derrière, il y a des gens quoi, qui vont être impactés par ça, qui vont voir leur travail restructuré, qui vont voir... c'est-à-dire qu'on fait une observation qui est fausse, sur l'observation qui est fausse, on fait des calculs qui sont faux, et sur cette base aussi solide, on dit, ben voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Avec les résultats, par exemple, économiques qu'on peut voir, je vous en reparlerai, mais... Voilà, ça me dérange quand même un peu beaucoup, cette façon de procéder, quoi. Je pense qu'il y a... Voilà, c'est bien d'apprendre à compter. Je reviens, excusez-moi, j'ai oublié de vous parler tout à l'heure des déciles, des centiles et des quartiles. C'est pas compliqué. Les déciles, c'est un peu comme la médiane, vous voyez. Je mets tout le monde par ordre croissant et je coupe en 10. Donc, par exemple, je mets en poids, par exemple, du plus léger au plus lourd, et je découpe cet intervalle-là en 10. Et ici, ça me donne D1, D2, D3, jusqu'à D9. Et ça, on appelle ça des déciles. On peut couper en 4, et là, on appelle ça des quartiles. Donc, chez Q1, quartile 1, quartile 2, quartile 3, d'ailleurs, le quartile 2, c'est la médiane, puisque ça coupe pile en deux la population Et puis on a pareil avec les centiles, alors je ne vais pas vous les faire, mais ça découpe la population en 100. Alors c'est intéressant d'avoir cette approche décile, quartile, centile, parce que c'est un assez bon indicateur de la répartition. J'ai eu un échange une fois avec un Mensan, alors je ne vais pas dire son nom, mais... qui est politiquement très à l'opposé de moi.
mais avec beaucoup de respect entre nous. Hein, voilà. On peut être de droite et se faire respecter, quoi. Et je lui disais, en gros, je suis agacé parce que je trouve que depuis maintenant 20 ans, 30 ans, 40 ans, les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Et pour moi, on a un vrai problème de répartition. Et il me dit, non, ce que tu dis, c'est pas vrai. Alors je mets ma casquette de chercheur, normal. Je me dis, ok, on va... Il affirmait avec beaucoup de conviction. Hein. Je trouve les données, on trouve sur Internet des données sur les répartitions dans le temps, en déciles, en ce qu'on veut d'ailleurs. Et je me dis, je vais calculer un indicateur. C'est un indicateur classique, c'est D9 sur D1. Alors qu'est-ce que c'est que D9 ? D9, c'est ce que gagne celui qui a 10% seulement de la population plus riche que lui. Sur D1, c'est celui qui gagne, qui a seulement 10% de personnes qui gagnent moins que lui. C'est-à-dire, en gros, on gomme les valeurs extrêmes. Et regardons comment cet indicateur-là, D9 sur D1, évolue dans le temps. Et je lui dis, avec beaucoup de regrets, je lui dis, écoute, ça me fait chier, mais tu as raison. C'est-à-dire que l'écart se réduit. Voilà, avec des vrais chiffres, un vrai indicateur, c'est tout. Quand on a tort, on a tort, quoi. Il y a le dogme, il y a la croyance, et puis il y a la réalité mesurable, observable, et quand l'autre a raison, bah... Puis quand même, ça m'agaçait, cette affaire-là, parce que j'avais vraiment le sentiment d'avoir raison, quoi. Et je me suis dit, et si je calculais C99 sur C1 ? C'est-à-dire qu'on fait pareil que les déciles, mais avec les centiles. C'est-à-dire je prends vraiment les gens les très 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 riches, mais ceux qui n'ont que 1% de plus riches qu'eux, et non pas 10%, avec les gens vraiment très pauvres. Et là, c'est moi qui avais raison. C'est-à-dire qu'en fait, sur cette histoire-là, oui, il y a un écart qui se creuse entre les plus riches et les plus pauvres depuis 50 ans. Enfin, j'ai eu des chiffres vraiment avec un historique assez profond. Oui, il y a un écart qui s'accentue depuis 50 ans, mais ça ne concerne vraiment qu'une toute petite minorité, c'est-à-dire ceux qui sont au-dessus de ces 99, c'est-à-dire vraiment 1% de la population ou 2% de la population, quoi. Parce que si je descends en dessous au niveau du décile, c'est-à-dire ceux qui sont à 10%, là, du coup, ça se resserre. Donc concrètement, on a des gens très riches qui, eux, deviennent immensément riches, des pauvres bah, qui, à un moment donné, peuvent plus s'appauvrir moins que pas grand-chose. Mais on a une grande classe au milieu qui est énorme, qui, elle, les écarts se resserrent. Donc c'est assez intéressant à mesurer. Et quand on a les bons outils comme ça, c'est tout simple hein, à calculer. Hein. C'est un chiffre divisé par un autre. Voilà, ça permet d'orienter vos jugements, vos opinions. Voilà, enfin c'est... J'ai trouvé ça intéressant en tout cas. Ça va toujours ? Allez, on va se faire un petit coup de loi normale quand même. On est obligé, surtout qu'après on embraye sur le QI. Donc voilà, pour résumer, ben, en stats, on sait résumer des populations. Ah non, pardon, je vais encore vous dire un truc. On est capable de résumer une population avec deux chiffres. Un chiffre de tendance centrale, genre la moyenne, et un chiffre de dispersion, genre l'écart type. Et avec ça, le gars qui connaît son métier, qui sait compter, bah, il est capable d'avoir une idée à peu près fiable de ce qu'est votre population. Sauf que là, c'est monovariable, c'est critère par critère. C'est-à-dire, je peux décrire ma population sur son poids, sur sa taille, sur son QI, sur ce que je veux, mais à chaque fois, j'ai un critère. On sent bien que des fois, il faut prendre les critères deux par deux. Par exemple, le poids ne veut rien dire si on ne le ramène pas à la taille. Ah ouais, Sim. Yacine. C'est-à-dire que si on fait 70 kg pour 1m20 ou 70 kg pour 1m90, on sent bien que ça n'a pas le même sens. Et donc on se dit, tiens, c'est pertinent de prendre les critères deux par deux. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? C'est pas compliqué. On fait ce qu'on appelle un nuage de points. Alors, Oups.
je mets ici par exemple la taille, je mets ici le poids, et chaque fois qu'il y a un individu qui se présente, tiens, bonjour Émilie, tu mesures combien, clac, t'es là, tu pèses combien, je ne veux pas savoir, clac, t'es là, et hop, tu deviens un point. Je passe au suivant, combien tu mesures, combien tu pèses, et comme ça on fait ce qu'on appelle le nuage de points. Et souvent, on se rend compte que le nuage de points, il a l'air de s'agglutiner autour d'une droite. Alors bien sûr, il y a quelques grands maigres, des petits gros, mais globalement, quand même, on a un truc qui se dessine là. Et ça, on sait, d'un point de vue mathématique, le modéliser. On sait trouver la droite qui passe au plus près de tous les points et trouver même l'équation de cette droite-là. Donc ça, cette droite-là, on est capable de la calculer mathématiquement. On est même capable de calculer si les points sont très agglutinés à la droite ou pas du tout. C'est ce qu'on appelle le coefficient de corrélation. Donc quand j'ai une corrélation, la corrélation, il faut la lire presque comme un pourcentage. C'est faux, mais c'est l'idée quand même. Quand vous avez une corrélation proche de 1, c'est-à-dire 100%, ça veut dire que plus l'un augmente, plus l'autre augmente de façon proportionnelle. En clair, là, je suis vraiment proche de 1. Vous voyez, tous mes points sont collés à une droite. Quand on est proche de 0, je peux vous le dessiner. Excusez-moi, je n'ai pas beaucoup de place. Si je prends deux variables qui n'ont strictement rien à voir, vous voyez, ça ne s'agglutine pas autour d'une droite ou autour d'un axe, je peux calculer la droite de régression. C'est une formule appliquée. Donc il va me dire, voilà, la droite qui passe au plus près de tous les points, c'est celle-là. Tu vas pas oser faire ça. Pardon? Tu oses faire ça. Non. Sauf que là, j'aurai une corrélation proche de 0. Donc la corrélation, elle a du sens. Alors parfois, vous allez me dire, oui, mais c'est pas une droite, c'est une courbe. Oui, mais une courbe, pour moi, c'est une droite qu'on a tordue. Donc, non, mais je suis sérieux en plus. C'est pas compliqué, c'est que... non, mais c'est vrai. C'est pas compliqué de tordre une droite. Il suffit de changer l'échelle. C'est que, par exemple, si ici, au lieu de mettre la taille, je mets la taille au carré, ou la racine carrée de la taille, ou le log de la taille, ou... donc, du coup, hop, ça permet de tordre comme on veut une courbe, et après, c'est juste une petite manip mathématique, mais tout se ramène à une droite, en fait. Hein. Je tiens beaucoup à ma formule que une courbe, c'est une droite qu'on a tordue par des changements d'échelle, par des changements de ce qu'on veut, de coordonnées, finalement, mais c'est bien l'idée, quoi. Et donc, avec deux variables, on est tout à fait capable de faire un modèle mathématique et de dire quelle est la fiabilité de ce modèle-là. C'est-à-dire, est-ce que la corrélation est proche de 100% ou proche de 0%? Là, je suis proche de 0% et là, je suis proche de 100%. Ou proche de 0 et de 1. En stats, en fait, on ne multiplie pas par 100. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, 80%, ben, c'est 0,80. Mais ça revient au même. Ça va tout ça? Si maintenant je passe à 3 variables, en disant, ouais, mais après tout, le poids, il est en lien avec la taille. Excuse-moi, quelle est une bonne corrélation entre guillemets? Alors, À partir de quel moment je veux dire ça? alors dans la vraie vie, parce qu'à l'école, on vous fait des exemples, vous avez des corrélations à 99%, c'est merveilleux. Dans la vraie vie, pour moi, à partir de, allez, au-dessus de 50, 60, il y a un truc. Et après, bien sûr, si on est au-dessus de 70, 75, c'est net, et au-dessus de 80, c'est très net. C'est un peu une réponse de statisticien, c'est que les matheux, pour eux, c'est binaire, c'est blanc-noir, 0-1. Un statisticien, lui, il connaît le gris. En fait, pour lui, c'est jamais blanc ou noir, c'est toujours gris. Gris clair ou gris foncé, après on ne sait pas, mais le statisticien est toujours dans une zone d'incertitude comme ça. Par contre, il sait dire exactement où il est. Mais honnêtement, moi j'ai déjà vu des corrélations à 80%, pour moi ça devient important et très significatif à 80%. La non-corrélation est aussi importante. Hein. Le fait que deux mesures ou deux variables ne soient pas corrélées, ça veut dire qu'il n'y a pas de corrélation entre l'une et l'autre. C'est aussi une indication intéressante. Je ne sais pas, moi, je vous montrerai sur l'étude que j'ai faite, il n'y a pas de corrélation entre le QI et l'âge.
On a un nuage de points qui est complètement comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le QI ne varie pas en fonction de l'âge. Alors, je serai plus précis que ça tout à l'heure, mais ça peut être un exemple. Mais la corrélation, c'est un indicateur qui a du sens, en tout cas. Mais Oui. elle dépend aussi du nombre de valeurs, parce que si tu as une corrélation basée sur 4 valeurs et une autre sur je sais pas, Alors, 100 000 valeurs, c'est ouais. pas tout à fait Alors, la il même faut que chose. ce soit tout ce que je vous dis, il faut que ce soit significatif. On considère. Alors ça, je peux vous en parler. Oui, parce que là, tu le fais avec 2, donc jusque-là, c'est entre guillemets facile. Mais quand tu multiplies le... Alors, Le le nombre nombre de valeurs le nombre de est variables ou le ouais, nombre ouais. d'observations? L'observation. pour moi. Alors voilà, parce que je crois que toi tu parles des variables et lui de l'observation. Alors, grosso modo, on considère que... Alors, pour que les formules soient à peu près applicables, il faut au moins une trentaine d'observations. En dessous, c'est trop aléatoire. Maintenant, à partir de quand un échantillon est valable? Alors ça, c'est une idée qui est intéressante et les gens ne le savent pas en fait. Combien faut que je prenne de personnes pour faire une mesure quelconque qui ait du sens, qui soit statistiquement significative? Alors, les gars du marketing, les sociologues, tous les gens qui ne savent pas compter, ils font une étude sur une centaine de personnes, voire moins, et ils disent, regardez, et ça, moi, régulièrement, vous regarderez les spots TV, par exemple, c'est, regardez, il y a... 90% des femmes qui ont utilisé ce produit-là sont ravies, étude réalisée sur 85 personnes. Ça n'a aucun sens. D'autant qu'on ne connaît pas les conditions de recrutement de ces personnes-là, c'est que, bon, ça n'a aucune valeur statistique, bien sûr, même si un vernis scientifique. Statistiquement, vous devez savoir deux choses. Première chose qui est hyper importante, c'est que la taille de l'échantillon dépend non pas de la taille de la population, mais de la précision que vous voulez mettre sur votre mesure. C'est-à-dire que je mesure un truc sur le département du Nord, la région Nord-Pas-de-Calais ou la France entière, voire le monde entier, la taille de mon échantillon ne va pas beaucoup bouger. La question, c'est avec quelle précision je veux mesurer mon truc. Est-ce que je suis à 1% près, à 5% près, à 0,1% près? Alors, il y a deux seuils classiques. Il y a un premier seuil qui est à 5% près, c'est-à-dire 2,5 et 2,5. Ça vous donne très exactement 384 observations. Donc, dès que vous avez plus de 384 observations, vous pouvez commencer à dire de manière crédible ce que je dis est vrai, à 5% près. Mais ce que je dis est à peu près vrai. Les statisticiens qui font des sondages, eux, ont un niveau de précision qui est plus fort en termes de pourcentage. Ils prennent à 1%. Et à 1%, il faut pas tout à fait 1500 observations. Et la plupart des sondages sérieux qui sont faits, ils font une cote mal taillée entre les deux. Ils prennent à peu près 1000 personnes. Mais c'est sérieux. De toute façon, au-dessus de 384, on commence à être sérieux. En dessous, non, ça n'a aucun sens. Et après, plus vous allez vers les 1000, 1500, au-dessus de 1500, en fait, vous voyez, si je fais un sondage sur la population française, avec 1500 personnes, j'en ai assez. Je n'ai pas besoin de sonder, de dire, tiens, je vais en prendre 10 000, 100 000, 3 millions. Ça ne changera pas grand-chose à la précision de mon observation. Ça va jouer sur peanuts. Et l'histoire, elle est née d'un sondage, hein. C'est un journal américain qui faisait un sondage régulier à chaque élection et qui disait aux gens donnez-nous vos intentions de vote de manière anonyme parce que plus vous serez, plus on sera précis. Évidemment, c'était complètement imprécis parce que d'abord à cette époque-là, on ne savait pas faire les sondages. Puis déjà, c'est réservé aux lecteurs du journal. Je ne sais pas, moi, imaginez que seuls les lecteurs de l'Humanité répondent sur leurs intentions de vote. Ça sera un peu faussé quand même, hein, l'Humanité, où on peut prendre le Figaro, hein, je sais plus le nom. La vie du râle. La vie, ouais, parle pas de ces choses qui fâchent. Le train et moi, on a un petit contentieux.
Voilà, donc un jour, il y a un groupe, je ne sais plus qui a dit ben, nous, on n'a pas besoin d'avoir des centaines de milliers de retours pour faire une prévision. Il nous suffit de 1000 observations et avec ça, on fait un truc précis. Alors tout le monde leur a rayonné. Ils ont fait un échantillon bien structuré et ils ont été très très précis en fait. Ils ont été beaucoup plus précis que l'autre avec ses dizaines de milliers d'observations. Et à partir de là, ça a commencé à donner naissance à toute la théorie des sondages, etc. C'est les élections américaines en fait. Mais retenez bien que c'est pas la taille qui compte en fait. Moi, ça m'arrange. La taille ne va jouer que sur la précision, mais en fait, la précision très vite va se courber. C'est-à-dire que, vous voyez, à 384 observations, on est significatif. On va dire à 1000, 1500, on est sérieux et on est fin. Après, vous pouvez continuer à monter. À 10 000, 100 000, 1 million, ça ne changera plus grand-chose en termes de précision. Ça va jouer sur rien du tout. Et entre une précision à 1 centième et 1 millième, c'est quoi la différence? 1500, il faut aller à combien pour arriver au millième? Je peux te montrer, j'ai une petite formule Excel qui calcule ça en fait. J'ai mis ça dans un petit tableau, moi. J'aime bien Excel parce que, après, selon ce que je veux étudier, je calcule soit la précision de ce que je dis, c'est que du coup, avant de parler, je vais dire voilà, ce que je vous dis, c'est fiable à 95%. Voilà. Ou c'est fiable à 99%. Le problème avec Excel, c'est que la précision après les virgules, elle n'est pas fine. C'est vrai. C'est vrai, mais ils ont fait des progrès. Avant, on tapait 3 fois un tiers, ils disaient que ça faisait 0,999999. Maintenant, il dit que ça fait 1. Oui, tu voulais dire... pardon, derrière, excuse-moi. Ouais, je me posais la question, comment on choisit les critères aussi? Parce que ça n'importe. Pour faire un échantillon, Ouais. on fait... Alors, ça, faudra en parler, mais ce sera long. En général, on fait un échantillon stratifié. C'est qu'on va se débrouiller pour découper notre population sur des critères significatifs par rapport à ce qu'on veut expliquer, et on prend des strates de cette population. Alors comment est-ce qu'après on juge qu'un critère est significatif? Il y a des méthodes qui permettent de faire ça. Tout ça, ça marche bien. Hein. Aujourd'hui, les échantillons. Ce qui ne marche pas bien, en fait, c'est quand les gens répondent à côté. Vous allez voir quelqu'un, vous dites tiens, qu'est-ce qu'il y a une tête de jeune voyou ici? Personne. Tiens, lui, là, il a une tête bizarre. Je fais un sondage. Est-ce que vous êtes fumeur de cannabis? Voilà. Est-ce que tu votes FN? Voilà. Vous voyez, il y a des questions comme ça auxquelles les gens ne répondent pas forcément spontanément vrai ou ce qu'ils auraient envie de dire. Les sondages, par exemple, sur, excusez-moi, les pratiques sexuelles. Il y a un exemple connu, hein, par exemple, c'est le nombre moyen de partenaires qu'ont eu les hommes et le nombre moyen de partenaires qu'ont eu les femmes. Oui, on a un écart énorme. C'est du simple au double. Oui, c'est... Alors, je sais pas, alors après, on peut imaginer que ce soit toujours les mêmes femmes qui soient allées avec plein de partenaires différents, mais on sent bien quand même qu'il y a un truc qui est culturel. Mais ça, maintenant, les instituts de sondage, ils le corrigent, parce que... Oui. Je me souviens, alors, par exemple, aux élections en 2002, tous les sondages disaient que Le Pen allait être troisième, alors qu'en fait, on se trouve au second tour. Donc, les sondages, il fallait... Alors, il y a plein de méthodes pour corriger ça. Simplement, il y a des fois où les opinions changent trop vite et on est dans le... Je me souviens, Balladur, quand il s'est présenté, on ne savait pas trop s'il était deuxième ou troisième, donc éliminé ou restant. Et ça s'est décidé presque sur un coup de dé à la fin pour faire une annonce, quoi. Parce que... Mais c'est pas simple. Alors, il y a plein de méthodes qui permettent de corriger ça. Par exemple, il y a une méthode qui est très bête. C'est qu'on a remarqué, pour les élections notamment, qu'il y a des villages qui votaient systématiquement comme la moyenne française. Et donc, on va dans ces villages, puisque eux ferment à 18h, et on regarde les résultats sortis des urnes, et on dit, ben voilà, en France, on s'attend à voir ça. Il y a d'autres sondages qui se font sortis des urnes. Mais est-ce que les gens vont annoncer leur intention, enfin pas leur intention, pour qui ils ont voté? Selon les partis, oui, et selon les partis, non.
Alors il y a même encore des méthodes statistiques qui permettent d'aller encore plus loin, c'est de dire, poser une question à une personne et de dire, est-ce que vous avez voté par exemple Front National ou peu importe, hein, enfin des choses qu'on avouerait moins spontanément. Et après on dit à la personne, voilà, vous avez 2 boules dans la main, vous mettez une blanche si vous êtes d'accord et une noire si vous n'êtes pas d'accord, et dans 2 sacs différents, comme ça garantit l'anonymat de la réponse. Alors ça, il y a eu ces méthodes-là qui garantissent l'anonymat ont permis de faire des découvertes intéressantes. Par exemple, on s'est rendu compte que, d'après les sondages de mémoire, hein, je ne vous garantis pas les chiffres, mais de mémoire, il y avait 3% de militaires américains qui se droguaient, et quand on a fait des sondages avec des méthodes anonymes, on est passé à 17%. Il y a eu des sondages également qui ont été faits sur ce que pensaient les populations, je crois que c'est en Moyen-Orient, je ne sais plus dans quel pays, ce qu'ils pensaient des islamistes. Et entre le sondage dans la rue publique et le sondage qui garantit l'anonymat, il y a eu des résultats également très très différents. Donc vous voyez que parfois un sondage, ça pose quand même des questionnements en tout cas. Je reviens à mes indicateurs statistiques. Donc 2 variables, mais moi je vais en mettre une 3e, c'est l'âge, parce qu'on peut penser que le poids, la taille et l'âge sont finalement très liés et très corrélés. Et là vous voyez que je passe à 3 dimensions, c'est que je peux mettre par exemple ici une échelle avec le poids, ici une échelle avec la taille, ici une échelle avec l'âge, et vous mesurez combien, vous pesez combien, et que là vous êtes un point dans l'espace. Et je peux faire comme ça un nuage de points dans l'espace. Alors après, la bonne nouvelle, c'est que ça, graphiquement, on sait le représenter, puis on sait surtout, c'est des méthodes qui marchent bien, je vous en reparlerai, on sait surtout faire une projection, un peu comme des ombres chinoises. Et donc, sur la projection, on peut faire parler les chiffres. Si maintenant je rajoute une 4e variable, là on passe dans un concept qui est un peu plus bizarre, c'est qu'on passe dans l'hyperespace. Et 5e variable, 6e variable, et ainsi de suite. Mais il y a des méthodes, alors de moins en moins, mais il y a des méthodes qui permettent d'analyser 5, 10, 50, 200 variables simultanément. Donc voilà un peu pour les stats descriptives. Et je vais vous parler maintenant de la loi normale, rapidement. C'est bon, je suis dans le timing. Il y a un type qui s'appelle Gauss, G-A-U-2-S. Je ne sais plus ce qu'il était d'ailleurs, tiens. Enfin, peu importe. Qui, à un moment donné, a remarqué un truc, c'est que si par exemple on mesure la taille de chacun et qu'on le met sur un graphique, il dit OK. Alors la taille, ici j'ai le 0, donc j'ai des personnes à 1m50, jusqu'à 1m75, 1m90, etc. Et il dit, voilà, par là j'ai très peu de personnes, par là j'en ai beaucoup, et puis par là ça redescend, et voilà la forme de ma courbe. Puis après il a dit, tiens, on va mesurer le poids. Alors, le poids, ok, clac, clac. Donc on a des personnes à partir de 45 kg, 40 kg. Vieux souvenir. Je regarde là les plus menus pour essayer d'avoir un jalon, parce que... Et puis jusqu'à 140, mais voire plus. Et donc là, j'ai très peu de personnes qui sont très minces. Ici, au milieu, j'ai beaucoup de monde. Et puis ici, j'en ai beaucoup moins. Et puis on prend n'importe quel autre indicateur. Et puis hop, on a encore une courbe comme ça. Et puis à la fin, le mec, il se dit, tiens, c'est marrant. La courbe, finalement, c'est toujours la même. Qu'est-ce qui change d'une courbe à l'autre? C'est l'échelle ici. C'est que là, je suis en gros autour des 170. Et là, je suis en gros autour des 75. Bon, ça, c'est pas un problème. On sait, c'est pas un souci. Hein. On sait transformer des chiffres pour faire un changement d'échelle. Qu'est-ce qui change d'autre? C'est la hauteur. C'est que parfois, certaines courbes sont très hautes comme ça. D'autres sont encore plus comme ça. Et puis d'autres un peu plus comme ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir des formes. Ok, mais ça, finalement, on connaît, c'est l'écart type. Donc, comment je peux faire pour ramener ça ici au milieu?
pour que toutes mes courbes, quelle que soit l'échelle, soient ramenées au milieu. Ben, c'est pas compliqué, je retire la moyenne. Comme ça, du coup, toutes mes courbes, elles sont centrées ici. Et puis, comment je gère mes problèmes de hauteur? Ben, je divise par l'écart type. Et donc, avec une petite transformation, il est arrivé à définir une courbe qu'on appelle la courbe de la loi normale. Et c'est ça la normalité, d'ailleurs. Quand on dit qu'un phénomène est normal, c'est ça. C'est au sens de la loi normale de M. Gauss. On appelle ça aussi la courbe en cloche. Alors, il a parfaitement défini ce qu'était cette courbe. Il est allé super loin dans l'étude, notamment il a fait des abacs. C'est que si je dis par exemple que la population française mesure en moyenne 1,75 m avec un écart type de 5, donc je le noterai comme ça. Ça suit une loi normale de 1,75 m avec un écart type de 5 cm. Eh bien, si je donne ça à un statisticien, il peut vous dire exactement combien de Français mesurent entre 1,60 m et 1,65 m, combien de Français font moins de 1,80 m ou plus, combien de Français font exactement 1,83 m, et tout ça avec des abacs. C'est-à-dire qu'on est capable de résumer une population entière avec potentiellement des millions ou des milliards, voire plus d'individus, avec juste ça. Sacré sens du résumé quand même, hein. Les littéraires, là, en français, allez-y. Hein. Donc je trouve que c'est quand même assez génial, j'adore ça. Moi, je suis assez fan de la loi normale. Et je vais vous en parler dans 2 minutes, parce que c'est la loi normale qui a servi de base au QI. Parce que les techniques statistiques avançant, on s'est rendu compte que finalement, tout était normal. Alors, il y a des conditions pour certains phénomènes, mais en tout cas, tout phénomène aléatoire, au sens statistique du terme, suit une loi normale, et s'il ne la suit pas, il suffit de multiplier le nombre d'observations pour qu'il le devienne. Et il y a plein de travaux qui ont été faits sur la loi normale qui permettent de calculer tout ce qu'on veut. Et bien évidemment, 2 ou 3 écarts types autour de la loi normale. Il y a quelques jalons connus. Hein. Un écart type autour de la loi normale, c'est 65% de la population. 2 écarts types autour de la loi normale, c'est 95%. Et 3 écarts types autour, c'est 99% de la population. Vous voyez que si vous prenez la moyenne, plus 3 écarts types et moins 3 écarts types, dans cet intervalle-là, vous avez 99% de la population. Si vous prenez que 2 écarts types, hop, vous passez à 95%. C'est pour ça qu'on dit que 2 ou 3 écarts types autour de la moyenne, ça couvre notre population. En gros, on vire les extrêmes. Même si vous, vous êtes justement dans les extrêmes. Je vais vous en reparler maintenant. Donc c'est important de comprendre ce qu'est cette loi normale, parce que comment elle a été construite, elle a été validée, elle a été construite, elle a été validée. Enfin, c'est vraiment, là on est vraiment sur du sérieux, quoi. Je vais peut-être couper la vidéo avant de passer